Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les raisons de neurones pour l'intelligence artificielle. Ce cours se tournera autour de l'introduction générale du deep learning, modélisation mathématique d'une décision et enfin le cas linéaire, le perceptron. Tout cela avec Dr. Coach Hassin, superviseur de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Coates. Dr. Coates, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Vous m'entendez toujours, hein? Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Malak. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue dans ce premier cours de la formation sur le deep learning ou bien ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors, voici à quoi ressemble un réseau de neurones artificiels. Il est fondé sur des algorithmes d'intelligence artificielle, bien sûr des algorithmes avancés inspirés du fonctionnement de neurones biologiques. Ce type de réseau est capable d'apprendre à réaliser une grande variété de tâches, conduire une voiture, jouer aux échecs, interagir même avec un être humain ou encore reconnaître et classer des images. Donc aujourd'hui, on parle énormément de l'intelligence artificielle et en fait, ce n'est pas un hasard. L'IA est devenue le grand thème de notre époque. La progression de cette technologie est tout simplement spectaculaire. Et aujourd'hui, donc en 2025, on parle, nous sommes capables de générer, par exemple, automatiquement des images, des vidéos, du texte et même des applications. Et cela ne cesse de s'améliorer. Regardez, par exemple, ces images. Donc, ils sont affichés maintenant à l'écran. Elles ont été entièrement créées par une intelligence artificielle. Donc, si vous observez bien les détails, vous verrez que la qualité, vraiment, elle est impressionnante. Il y a encore quelques années, les images générées par l'IA étaient floues, peu réalistes et on peut dire, voire grossières. Donc, aujourd'hui, les images générées par l'IA frôlent le photoréalisme. Vous pouvez encore voir toute une vidéo. Maintenant, on peut, je veux encore, voilà. Cette vidéo, par exemple, elle est aussi générée de toutes pièces par une intelligence artificielle. Donc, vous voyez la qualité de l'image. C'est une preuve directe de l'évolution rapide de ces technologies. Donc, à mon avis, ce que nous vivons aujourd'hui, je peux le comparer aux grandes révolutions technologiques du passé. Par exemple, il y a eu un avant et un après. Lorsqu'on parle de l'électricité, par exemple, il y a l'avant l'électricité et après l'électricité. Notre monde de vie a complètement changé. Eh bien, de la même manière, il y aura, je pense, un avant et un après l'intelligence artificielle. En fait, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle époque, l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, dans cette formation, c'est quoi notre but? Nous allons nous concentrer sur un domaine clé de l'intelligence artificielle, c'est le deep learning, ou bien ce qu'on appelle en français l'apprentissage profond. Et plus particulièrement, bien sûr, les réseaux de neurones artificiels. Et donc, juste pour introduire ce thème, j'ai posé une question à ChatGPT. Exactement, c'est une intelligence artificielle. Je demandais à ChatGPT de donner la définition des deep learning et voilà ce qu'il m'a dit. En fait, c'est la définition générée par cette intelligence artificielle. Donc, le deep learning, d'après lui, c'est l'apprentissage profond en français. La traduction est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches. Bien sûr, on va voir dans cette formation ça veut dire quoi neurone artificiel et ça veut dire quoi plusieurs couches. Donc, il utilise ce neurone pour apprendre à partir de grandes quantités de données. Et là, il faut mettre à l'esprit que voilà, la première chose importante dans la procédure d'apprentissage, ce sont les données. Donc, il permet à une machine de faire quoi? Analyser, reconnaître et interpréter les informations de manière autonome
souvent avec des performances proches et d'après ChatGPT, il dit voire supérieures à celles des êtres humains dans certaines tâches. Donc voilà la définition générée par ChatGPT pour le deep learning. Bon, pour moi, je veux vous donner je veux illustrer la définition par cette image. L'intelligence artificielle, en fait, quant à elle, consiste à concevoir des algorithmes capables de reproduire le même processus, donc c'est-à-dire exploiter l'information, analyser les données afin de prendre une décision. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle dans le cadre général. Maintenant, c'est quoi l'apprentissage automatique ou bien ce qu'on appelle machine learning? Il s'agit d'un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui, en fait, ne repose pas sur une programmation explicite. Mais l'idée, c'est quoi? C'est donner à l'ordinateur ou bien c'est l'ordinateur, comment traiter les données. Voilà. Mais donc, on ne va pas apprendre explicitement à l'ordinateur comment il va traiter ces données, mais plutôt, on va lui permettre d'apprendre directement à partir des données ou bien des motifs présents dans les données pour tirer des nouvelles décisions. Enfin, maintenant, c'est quoi le deep learning ou bien l'apprentissage profond? Et lui-même un sous-ensemble de machine learning ou bien de l'apprentissage automatique. Il repose sur l'utilisation de réseaux de neurones profonds qui permettent de réaliser ces traitements complexes de l'information de manière efficace en s'inspirant toujours du fonctionnement du cerveau humain. Donc, ce qu'on va voir dans cette formation, ce sont les techniques. Donc, les techniques fondamentales. Donc, on ne va pas parler, voilà, tiens, cette IA fait quoi ou bien comment utiliser l'IA. Non, je parle de techniques derrière l'IA. Donc, je veux parler des techniques fondamentales qui sont à l'origine de tous ces progrès. Donc, je veux vous montrer comment créer vous-même ce type d'algorithme. Nous allons explorer ensemble de manière simple toutes les équations et les concepts mathématiques. Je vais essayer de simplifier ces concepts qui se cachent derrière l'intelligence artificielle. Et surtout, je vais vous apprendre à programmer des réseaux de neurones entièrement à la main en utilisant la librairie NumPy dans Python. Alors, voilà, mais avant de plonger dans les équations et l'implémentation pratique, on peut poser la question, alors comment je commence, par où on commence lorsqu'on veut construire ou bien entraîner un réseau de neurones? La réponse, c'est tout commence par les données. On va commencer par les données, car sans avoir des données, aucun algorithme, même s'il est intelligent, aucun algorithme ne peut apprendre ni prendre des décisions, comme l'être humain. Si, par exemple, vous voulez prendre une décision, vous achetez ou pas, vous auriez besoin des données, des caractéristiques, combien j'ai de l'argent, combien coûte cet article, et tout ça. Après avoir analysé les données, tu peux prendre la décision. Donc, voilà, exactement la même chose pour les réseaux de neurones artificiels. S'il n'y a pas de données, pas de décisions. Donc, on va toujours commencer par des données. Par exemple, ici, si on veut qu'un réseau de neurones détermine si une tumeur est bénigne ou bien maligne, il lui faut des caractéristiques mesurables. Par exemple, la couleur, la forme, les contours, est-ce que c'est lisse ou bien irrégulier, la taille, etc. Donc, il nous faut des données pour prendre la décision, est-ce que c'est maligne ou bien bénigne. Même chose, si je prends l'exemple des images, si on veut par exemple qu'un réseau de neurones détermine si voilà, un réseau de neurones reconnaisse une image, c'est un chat, c'est un chien, c'est un être humain, il lui faut des images. Et vous savez, une image, ce n'est rien d'autre pour nous qu'un tableau de pixels, donc un tableau des chiffres. Donc, même chose, si on considère un exemple d'un message vocal, il doit être converti en signal numérique, c'est-à-dire en données que le réseau peut traiter, le réseau de neurones peut le traiter.
Donc, j'espère vous avez bien compris. On a des données en entrée et on cherche une sortie, c'est-à-dire une décision. Et vous voyez ici, on a dit les données doivent être des réels. Donc, on va en fait un réel ou bien une liste de réels ou bien un tableau de réels. L'essentiel des chiffres pour qu'on puisse les traiter. Donc, on va convertir, si on a une image, on va le convertir en des réels, tableau de réels. Si on a, même ChatGPT par exemple, on écrit une phrase, mais lui, derrière, on va convertir la phrase en des chiffres. On va coder la phrase en des chiffres pour qu'il puisse prendre la décision et vous répondre. Donc, toujours, il y a une entrée ici, on va dire liste de réels ou bien tableau de réels, et il y a une sortie qui peut être un réel ou bien encore une liste des réels. Donc, ça vous rappelle quelque chose en mettre cette image si je peux avoir des réponses peut-être pour ne pas donner comme ça un cours. Ça vous rappelle une notion mathématique, cette image? Je ne sais pas s'il y a des réponses. Donc, ça nous rappelle peut-être des fonctions, la notion de fonction. Donc, ça nous rappelle une notion mathématique qu'elle est très connue, la fonction ou ce qu'on appelle encore une application. Vous avez sûrement vu cela en mathématiques. Une fonction prend une entrée x et donne une sortie y et on écrit d'une façon générale f de x égale y. Voilà, je passe à un exemple peut-être. Si l'on souhaite construire, par exemple, un réseau de neurones capable de prédire si une tumeur, on a dit, est bénigne ou maligne. Je reprends le même exemple que tout à l'heure. Donc, on doit d'abord fournir à l'algorithme un tableau de données sur des anciens patients, on va dire d'anciens patients. Donc, chaque ligne, on va avoir quoi? Des caractéristiques, ce qu'on appelle en anglais features. Donc, notées généralement par X1, X2, X3, etc. Et des étiquettes de sortie qu'on appelle en anglais label. Et ce Y correspond à la vraie nature de la tumeur, par exemple bénigne ou bien maligne. Donc, je vais vous montrer un tableau. C'est juste un exemple que j'ai construit. Ce ne sont pas des vraies données là. Je suppose qu'on dispose de ces données-là. On a un tableau des patients. On a un premier patient, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Liste des patients qui ont déjà fait les diagnostics. Donc, on a mesuré ou bien on a des données, des caractéristiques des tumeurs, de la tumeur du premier patient, par exemple. Diamètre, c'est 1 millimètre. Et la couleur, c'est 2. Ici, juste pour la couleur, c'est juste, puisqu'on va dire c'est foncé ou bien c'est clair, on a dit on doit toujours convertir vers des réels. Donc, je suppose par exemple que 0, par exemple, c'est très clair. 1, c'est plus foncé. 2, c'est beaucoup plus foncé, ainsi de suite. Donc, ici, c'est juste des chiffres que représentent, est-ce que c'est clair ou bien c'est foncé, la couleur, en fait, de la tumeur. Voilà, ici, maintenant, notre premier patient, par exemple, il a une tumeur de 1 mm comme diamètre, de couleur, c'est-à-dire un peu foncé, et la tumeur, après l'analyse, c'est bénigne. Deuxième patient, on a 1,5 comme diamètre, 0,3 comme couleur et encore la tumeur est bénigne, ainsi de suite. Troisième patient, on a 1 diamètre et 1 millimètre comme diamètre, bien sûr, 1,1 couleur et bénigne. Et on a des patients qui ont après l'analyse et le diagnostic, on a trouvé que malheureusement, la tumeur était maligne, par exemple, patient 4, 5, 6. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée. Donc, la première chose, on doit avoir des données, des exemples précédents avant de commencer notre construction. Donc, on doit avoir, donc on veut construire un réseau de neurones, un algorithme finalement d'apprentissage. Donc, la première chose, on doit avoir des données. Donc, ici, j'ai déjà
générer ces données et je veux les représenter, peut-être c'est mieux sur la feuille. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Très bien. Alors, j'espère que vous voyez maintenant le tableau sur la feuille. Je veux finalement représenter ce tableau par, je veux le visualiser. Voilà, dans un repère, par exemple. On a cet axe pour x1, cet axe pour x2. Et je veux représenter mes données. Par exemple, ici, on a, bon, je ne veux pas vraiment respecter les données ici, mais finalement, je peux par exemple juste représenter le premier patient. On a dit c'est 1 par exemple, ça c'est 1, on va dire ça 0,5. 2, on va dire ça c'est 2, ça c'est 1 pour x2. Et ça, c'est le point représentant le premier patient. Donc, le deuxième patient maintenant, je veux encore chercher le point représentant dans ce repère le deuxième patient. On a dit 1,5, 0,3. Donc, ça, c'est 0,5. Là, est à peu près 0,3. Ça, c'est le point représentant le deuxième patient. Donc, encore, je cherche à visualiser le troisième patient. Donc, ici, on a 1 comme abscisse, 1,1 comme ordonnée. Et voilà le troisième point, le troisième patient. Encore, si je continue, encore 2 points, par exemple, 0,5, 1,6, par exemple, ça, c'est le point représentant le patient suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va représenter les patients par des points. Je suppose, voilà, on va représenter chaque donnée ici par un point. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, les données, on peut les représenter par des tableaux. En fait, c'est on a encore, on suppose que j'ai déjà un tableau. Mais le tableau, je suppose que je peux le visualiser dans un repère. Donc, je suppose que j'ai des données comme ça. Donc, ça, c'est l'axe de x1, ça, c'est l'axe de x2. Et chaque échantillon, chaque patient, il est représenté par un point. Mais là, pour mieux voir les choses, je veux colorier. Par exemple, si le patient 1 et la tumeur était bénigne, donc je veux la colorier en vert. Et si c'était maligne, donc je veux colorier en rouge. Et comme ça, je peux voir, je peux séparer les patients qui ont une tumeur bénigne des patients qui ont une tumeur maligne. Voilà, donc quelque chose comme ça. Donc, je reprends, je suppose que j'ai des données, je veux colorier comme ça du point au hasard. Ce sont les patients ayant une tumeur bénigne. Et maintenant, voilà les patients qui ont deux tumeurs malignes. Je ne sais pas si la représentation dans ce repère par des points, elle est claire pour tout le monde ou non? Pas de questions? Ah d'accord, je viens juste de voir les commentaires. On va nettoyer les données tout d'abord. Oui, c'est très bien, oui. D'accord, mais pour moi, je suppose, puisque je veux me concentrer sur la partie mathématique, donc je suppose que voilà, les données sont bien nettoyées. Oui, c'est très bien de noter ça. Donc, jusqu'à maintenant, tout est clair pour les données? Alors, je suppose que c'est bon, je continue. Les données sont représentées sous forme des quoi? Ici, sous forme des points. Là, par exemple, j'ai un patient. Donc, je suppose que ça par exemple, 0,5, 0,1. Par exemple, ici, je peux voir, ça c'est 2, ça c'est 1, etc. Par exemple, ce point-là représente déjà un patient
dans ici, le diamètre de la tumeur, c'est 0,5 mm et la couleur, elle est claire en fait, on va dire de degré 0,2. Parce que ça représente X2, cet axe-là représente est-ce que c'est clair ou bien c'est foncé la couleur de la tumeur. Donc ici, et après l'analyse, donc ça c'est X1 pour le premier patient, son X2 c'est 0,2. Et on a fait déjà l'analyse, c'est-à-dire par la méthode classique, pas de machine qui intervient. On a fait l'analyse, biopsie, n'importe, donc les médecins, ils travaillent là, ils ont trouvé que la tumeur est bénigne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cancer, alhamdoulilah. Donc, ils disent Y égale à 0. 0, c'est-à-dire ce patient a une tumeur bénigne, pas de problème. Par contre, par ce point rouge, je veux dire qu'il y a un autre patient qui a toujours une tumeur, mais cette fois, le diamètre de tumeur, je suppose par exemple, de la tumeur, je suppose que c'est 2 par exemple, et la couleur, c'est par exemple 0,5, plus foncé que le premier. Et malheureusement, après le diagnostic, on a trouvé que pour le deuxième patient, sa tumeur est en fait maligne, malheureusement. Donc ça, c'est un deuxième patient. Donc chaque patient est représenté ici dans mon repère par un point. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà maintenant. Donc, on dispose des données, les données sous forme des tableaux. Je suppose que je peux les visualiser, voilà, par les points comme ça. Et maintenant, je fais quoi? Je cherche en fait, si on a maintenant un nouveau patient, on a déjà des données. Si on a maintenant un nouveau patient, voilà, j'ai mesuré, on a fait chercher les données, le diamètre, la couleur, etc. Et on a trouvé que c'est là. Voilà, c'est le nouveau patient. Maintenant, on veut chercher, on veut prédire est-ce que ce nouveau patient, la tumeur ici, est-ce que c'est maligne ou bien bénigne? C'est ça le but de machine learning. On veut savoir est-ce que ce nouveau patient maintenant a une tumeur maligne ou bien bénigne. Alors, la première chose à faire, on remarque ici, je commence par, comme elle a dit Malak, ici pour cette première séance, je veux commencer par les exemples le plus simples. Ici, on peut remarquer que je peux séparer les deux ensembles de tumeurs bénignes et tumeurs malignes par une droite. Je veux chercher une droite qui sépare les deux. Ça peut être cette droite-là, je vais colorier la droite, ou bien cette droite-là, ou bien cette droite-là. Alors, on peut remarquer qu'on peut séparer, d'après nos données, on peut séparer les données Y égale à 0 et les données Y égale à 1, ou bien ici par les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes, par une simple droite affine. Donc là, on va dire, on va chercher la bonne droite. Voilà. Parce que finalement, on a dit, c'est quoi le système de l'intelligence artificielle? On a des données X et une sortie Y. Et on a une fonction F là. Pour qu'il soit un bon système ou bien un bon algorithme, il va nous donner des bons résultats. Donc, pour donner de bons résultats, il faut une bonne fonction F. Donc, notre but, c'est chercher cette fonction F. Malheureusement, moi, par exemple, lorsque je regarde comme ça, je ne peux pas savoir la fonction F. Donc, je veux faire un algorithme pour demander à la machine de chercher la fonction F qui me permet de déduire est-ce que c'est une fonction bénigne ou bien c'est une fonction maligne. Donc ici, on a x1, x2. En fait, ici, je suppose qu'on a deux features, deux données, deux caractéristiques. Il y a une fonction f et y. Là, puisque c'est un réseau de neurones, mais c'est formé par un simple neurone ou bien on dit un simple perceptron. Donc là, c'est un simple perceptron, un seul. Donc là, on va compter sur ce perceptron-là de faire quoi? De chercher la bonne droite. Ce qu'on appelle encore la bonne frontière de décision. C'est-à-dire quoi on cherche la frontière de décision? Je vais effacer.
Puisqu'on a dit on peut séparer par une droite, bon, je suppose que celle-là est la droite, bien sûr. Donc, on va appeler cette droite la frontière de décision. Pourquoi on l'appelle frontière de décision? Parce que une fois on a trouvé cette frontière, on peut désormais dire si le point est situé ici, on va dire, ah là, c'est bénigni. Et si le nouveau patient ici, sa tumeur est située là, ici, donc, on va dire maintenant c'est maligne. Donc, c'est avec cette frontière-là, on peut prendre la décision. Et je ne sais pas si vous savez comment exprimer cette droite-là à l'aide de x1 et x2, puisque c'est une droite. Donc, certainement, l'équation va être constante fois x1 plus constante fois x2 plus constante égale à 0. Donc, ici, c'est une droite affine. Donc, certainement, je peux écrire cette droite de décision sous forme x2. On peut l'écrire à l'aide de x1 plus constante. C'est-à-dire, on peut finalement modéliser la frontière de décision par l'équation suivante. Constante alpha fois x1 plus bêta fois x2 plus gamma, on va dire, égale 0. Est-ce que c'est clair? On a commencé à faire un peu de maths, mais je ne sais pas si c'est clair puisque c'est une droite et on sait l'équation d'une droite affine, on va exprimer x1 à l'aide de x2. Donc, x1 va être une constante fois x2 plus constante. C'est ce qu'on a vu par exemple, même en secondaire. D'accord, très bien. Donc, ici, cette droite, c'est juste, peut-être je dois écrire, voilà. On peut avoir ici des données comme ça. Bon, je suppose, bien sûr, je prends un exemple très simple ici, juste pour vous expliquer, et puis on va voir des exemples un peu plus complexes. Voilà, donc ici, je cherche une droite. Donc, la droite, certainement, va être x1 fois constante, que je veux l'appeler w1, plus x2 fois constante, au lieu de noter bêta, je veux noter par w2, plus b, parce que pas forcément, si ça passe par l'origine, ok, b égale à 0, sinon c'est b différent de 0. L'essentiel, dans le cas général, cette droite, on va l'écrire wx1 plus wx2 plus b égale 0. Donc voilà, donc la première chose à faire, on va chercher quoi en fait? x1 et x2 sont les données pour nous. On va chercher W1 et W2 et B. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on change qu'on représente B. D'accord. Regardez, une droite affine sous la forme alpha, x plus bêta. Ce qu'on appelle la valeur en zéro, la valeur à l'origine, c'est juste une constante, toujours une droite affine, c'est sous la forme alpha x plus bêta, ou bien y égale alpha x plus bêta. D'accord? Donc, toujours, on peut avoir une constante. Si b égale à 0, ça veut dire exactement, oui, c'est le billet. Très bien, oui, c'est le billet. On appelle le billet, très bien. Mais ici, je répète, si je veux généraliser, oui, exactement. C'est l'équation d'une droite, ax plus by plus c, merci, donc égale à 0. Et donc, c'est une droite. Parce que pas forcément la droite passe par l'origine. Oui, on l'appelle le billet, exactement. Vous avez raison. Donc, maintenant, si je considère, par exemple, z égale 2x1 plus 2x2 plus n'importe, je peux avoir cette droite. C'est clair que ce n'est pas la bonne droite. Par exemple, je suppose que cette droite, c'est 2x1 plus x2 plus 1. C'est clair que ce n'est pas la bonne droite parce qu'elle ne sépare pas bien nos données tumeur bénigne et tumeur maligne. Encore cette droite, ce n'est pas la bonne droite. Donc ici, on va compter sur notre perceptron pour chercher la bonne droite. Et pour chercher la bonne droite, c'est faire quoi? Chercher les bons paramètres W1, W2 et B. Donc, je résume. On a les données. Je suppose que je
peut séparer linéairement mes données. On a des données, ici, c'est un problème où la sortie, c'est soit 0, soit 1. Je dois prendre la décision entre 0 et 1, bénigne ou bien maligne. Donc, j'ai les données. Je cherche une frontière de décision sous la forme W1x1 plus W2x2 plus constante. Une fois je trouve la frontière de décision, ici juste j'explique le concept général, donc la machine, ça va chercher le W1, le W2 et le B. C'est ce qu'on veut chercher. Comment on va le chercher? Je vais expliquer par la suite. Mais finalement, c'est clair, notre but est chercher la bonne fonction, on a dit. Donc, les bons paramètres W1, W2 et B. Les bons paramètres, c'est-à-dire quoi? Qui minimisent l'erreur. C'est-à-dire quoi? Supposons, au début, en fait, finalement, l'algorithme, il va commencer par considérer W1, W2 et B aléatoirement. Il va tracer, autrement dit, une droite aléatoirement. Certainement, il va choisir peut-être cette droite-là qui est clairement pas très proche de la réalité. Donc, on ne peut pas utiliser ou bien compter sur cette droite pour séparer les données. Pourquoi? Parce que d'après cette droite, c'est clair qu'il y a beaucoup des erreurs. Les erreurs, c'est ça et ça. Par exemple, ils doivent être dans cette classe-là. Donc, ici, la première chose, donc on a dit, on va trouver la frontière de décision parce que à partir de la frontière de décision, je peux prendre une décision. C'est-à-dire quoi? Si, bon, je suppose, j'ai trouvé la bonne frontière. Ça, c'est Z égale 0, certainement. Z qui est WX1 plus WX2 plus B, donc Z égale à 0. Si maintenant Z est positif, je dis directement, pour un nouveau patient, je dis directement, malheureusement, c'est ma ligne. Si Z est négatif, je dis, alhamdoulilah, la tumeur est bénigne. D'accord? Donc, ça, c'est pour juste pourquoi on appelle ça frontière de décision. Maintenant, comment je cherche la frontière de décision? On veut minimiser les erreurs. Donc, si le programme, bien l'algorithme, il va choisir une droite comme ça, il a commis plusieurs erreurs. Donc, il va faire quoi? Au début, il a choisi ça et ça aléatoirement. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on veut demander de calculer l'erreur. Ici, la fonction coût, on va dire. Donc, on va demander à l'ordinateur, d'accord, tu as trouvé une première frontière au hasard. Maintenant, calcule l'erreur que tu as fait. À partir de quoi? Des données que tu as déjà. Certainement, avec cette frontière-là, tu veux dire que cette tumeur est maligne, cette tumeur est maligne, cette tumeur est maligne, cette tumeur est maligne, et tu as commis plusieurs erreurs. Donc, tu vas calculer ces erreurs et puis tu refais le calcul encore pour minimiser le taux. Donc, tu vas légèrement modifier W1, W2 et B, modifier légèrement. Pourquoi? Pour minimiser, pour faire une erreur plus petite que la première. Donc, il va faire un petit pas. Et là, ici, je parle d'un petit pas. L'algorithme, il va faire, donc c'est une itération là. Il va faire un petit pas, il va calculer encore une fois l'erreur, et encore, il va minimiser, essayer de s'améliorer de plus en plus, jusqu'à trouver le minimum. Donc, ici, par exemple, la fonction coût, c'est une fonction finalement. Par exemple, si ça, c'est W1 et ça, c'est la fonction en W1, donc je veux dire que dépend de W1, certainement, à chaque fois, la fonction coût, là, je vais écrire la fonction coût en toutes lettres, allez. La fonction coût, elle va changer. À chaque fois, si je change W1 ou bien je change W2, l'erreur va changer. Donc, c'est une fonction de W1. Donc, là, il va chercher à minimiser la fonction coût. Il va chercher le point W1 qui donne une erreur très petite ou bien la plus petite possible. Voilà, donc, jusqu'à trouver l'erreur la plus petite, on va fixer finalement W1, W2
et B et trouver la frontière de décision, la bonne frontière de décision. Je ne sais pas jusqu'à là, est-ce que c'est clair, l'idée générale de l'algorithme de l'apprentissage? Idée générale, on n'a pas fait beaucoup de maths, j'espère, vous voyez. Des questions jusqu'à là? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Très bien, d'accord. D'accord. Donc, la première chose, on a dit, on a toujours donné x1, donné x2, on va multiplier x1 par W1, x2 par W2 et B pour avoir Z finalement égale B plus ou bien W1 x1 plus W2 x2 plus B. Pour faire quoi? Juste pour séparer les données. Et elle répare. Donc, je vais essayer. Voilà, ça c'est les x1, ça c'est les x2. Et me donner, et notre but c'est juste les séparer par une droite. Je suppose que j'ai trouvé la droite. Voilà, la droite Z égale 0. On a dit donc si Z est inférieur à 0, il s'agit de Y égale 0. C'est-à-dire Benigni, voilà. Donc si Z égale à 0, c'est-à-dire les points qui sont situés là en bas, en dessous de l'axe Z égale à 0. Donc dans ce cas-là, la tumeur est bénigne, donc Y va être 0. Et si un patient a fait juste on mesure le diamètre de la tumeur et la couleur, et on a trouvé que c'est ici, certainement on va dire malheureusement c'est maligne. C'est la décision qu'on va prendre ou bien qu'elle va prendre la machine. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez ou pas que en fait, si je trouve un point ici et un point là, ça sera mieux de dire, OK, ce sont deux tumeurs, les deux sont malignes, ou bien on parle de... C'est clair que ce tumeur a plus de chances d'être maligne. On n'est pas sûr, en fait, 100% de ce résultat, en fait. Mais on peut dire que, bon, probablement, ça a une probabilité beaucoup plus importante d'être maligne que ce tumeur-là, par exemple. Donc, il vaut mieux parler d'une probabilité d'avoir une tumeur maligne ou bien bénigne que donner est-ce que Y égale à 0 ou bien Y égale à 1 directement. Et là, je veux dire quoi? Je veux dire, par exemple, ici, la distance entre le point et la frontière de décision est beaucoup plus petite que cette distance-là. Donc, on est plus à l'aise de dire ça, c'est une tumeur maligne, certainement. Plus que ça, on reste. Et surtout, si je trouve, par exemple, une tumeur ici, exactement sur la droite, qu'est-ce que je veux dire alors? Là, je veux dire 50%, 50%. Je peux dire, bon, 0,5 ou bien 50% c'est maligne, 50% c'est bénigne. Donc là, il vaut mieux parler de probabilité que Y égale à 0. Et la probabilité que Y égale à 1, ça sera plus raisonnable de parler des probabilités que donner directement Y égale à 0 et Y égale à 1. Et puisqu'on parle des probabilités, on va parler des réels, certainement, doivent être entre 0 et 1. Donc, là encore, les mathématiques interviennent pour transformer les données ou bien l'ensemble des résultats qu'on a dans l'intervalle 0,1. J'aimerais avoir tout dans l'intervalle 0,1. Là, je ne sais pas si vous connaissez la fonction exponentielle. Si je vous... Voilà. Ici, on définit la fonction, on l'appelle la fonction d'activation. Il y a un sigmoïde là. La fonction A de Z.
C'est quoi le rôle de cette fonction A de Z? En fait, le réel Z ici, c'est égal à combien d'une façon générale? On a dit Z égale W1 X1 plus W2 X2 plus B. Bien sûr, les points qui sont sur la frontière, ici exactement là par exemple, sur ce point-là, ou bien en bleu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce point-là par exemple, il vérifie quoi? Z égale 0. C'est-à-dire W1 plus X1 plus WX2 plus B est égal à 0 ici. Ce point, le Z associé, c'est négatif. Ce point, le Z associé est positif. Donc, Z peut être positif, négatif ou bien nul. Donc, Z, c'est un réel finalement. Z, il est dans tout R. Alors, c'est quoi le rôle de cette fonction? En fait, cette fonction, si Z est dans R, rappelez-moi, expo moins Z, elle est où? Bien sûr, Z, il est dans R. Donc, moins Z encore, il est dans R. Je ne sais pas le signe de Z, il peut être positif, négatif ou nul. Même chose pour expo moins Z. Ça peut être, ou bien moins Z, ça peut être positif, négatif ou nul. Mais vous savez, le signe de l'exponentielle est toujours comment? Positif, très bien, merci beaucoup. Voilà, l'exponentielle de n'importe quel réel est toujours positive. Maintenant, 1 plus expo moins Z est le plus grand que 1 toujours. Donc, 1 plus expo moins Z, il est toujours plus grand que 1. 1 divisé par 1 plus expo moins Z. Si un réel est plus grand que 1, son inverse est certainement plus petit que 1. Voilà. Donc, 1 sur 1 plus expo moins Z, c'est inférieur à 1. Et c'est toujours positif. Pourquoi? L'exponentielle est positive. 1 est positif. La somme est positive. L'inverse d'un réel positif, c'est positif. 2 positif, 1 demi positif. Donc, on a trouvé A de Z qui représente quoi? Bien sûr, il s'exprime à l'aide de Z et par la suite, il est en fonction de W1, X1, W2, X2, etc. et B. Mais A de Z, il a cette propriété, les valeurs de A de Z sont toujours entre 0 et 1. Et donc, on peut définir A de Z comme une probabilité. Je peux parler de A de Z comme une probabilité. Remarquez bien que si Z égale à 0, donc je sais que j'ai une malécriture, donc si Z égale 0, si on est situé et en un point où Z égale à 0, à quoi égale A de Z? 1 sur 1 plus expo 0, regardez bien, 1 sur expo 0, c'est combien exponentielle 0? J'espère que vous avez, voilà, très bien, donc voilà. Donc, ça fait expo 0, c'est 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 1 demi, 0,5. Donc, A de Z, elle a cette propriété, elle nous donne, on peut compter sur A de Z pour représenter quoi? La probabilité que la tumeur soit bénigne ou bien maligne. Donc, je veux représenter quand même la fonction A de Z en fonction de Z. Elle est entre 0 et 1. Donc, ça, bon, ça c'est Z. Ça c'est 0 et ça c'est 1. Et ça c'est 1 demi. Et L1, je vais essayer de tracer une courbe. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est la fonction A de Z. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux encore. Ça, c'est la courbe A de Z. Je veux tracer juste à côté les données pour expliquer ça sert quoi le A de Z. On a dit, par exemple, ça, c'est la frontière déjà trouvée par l'ordinateur après l'algorithme. On va voir les détails sur les algorithmes. Donc, juste ici, je veux juste parler de l'idée générale. On a les données des tumeurs malignes qui sont là et les données du tumeur, bon, ça, c'est bénigne et ça, c'est maligne en rouge. Et maintenant, si on a un nouveau point, un nouveau x1, x2, dont z égale 0. Donc, je calcule A de 0, je trouve un demi, je dis tout simplement la proba que y ici, de cette nouvelle donnée, égale 0, c'est un demi,
Et la proba que y égale 1, c'est 1 demi. Si maintenant z est positif, si j'ai un point, un nouveau patient, on va dire, où après avoir cherché le diamètre et la couleur de tumeur, on a trouvé un point ici. Qu'est-ce que je peux dire d'après, bien sûr, le réseau de neurones? Quelle sera la décision? Il va donner la probabilité. Tout d'abord, est-ce que c'est maligne ou bien c'est bénigne? C'est clair que c'est maligne, d'après la frontière de décision. C'est maligne, donc y doit être égal à 1. Alors, je calcule A de Z, c'est toujours, on a dit 1 sur 1 plus expo moins Z. Et si Z est positif, c'est-à-dire on a trouvé un point ici, Z est positif, donc Z plus grand que 0, un point là en haut. Alors, je sais que moins Z sera négatif. Et donc, expo moins Z sera comment? Inférieur à 1. L'exponentielle d'un nombre négatif inférieur à 1. Encore, c'est-à-dire 1 plus expo moins Z inférieur à 2. L'inverse maintenant, 1 sur 1 plus expo moins Z sera plus grand, puisque je passe à l'inverse, donc je dois renverser. Donc, ça sera plus grand qu'un demi. Donc, si Z est positif, A de Z plus grand que 1 demi. Donc, A de Z, on a dit, on va considérer comme la distribution qu'elle va nous dire. Est-ce que c'est probable d'avoir cette tumeur-là est bénigne ou bien maligne? Donc, si Z est positif, A de Z est plus grand que 1 demi. C'est-à-dire quoi? Donc, la chance d'être maligne est plus grand que 1 demi, probablement maligne. Et si Z est négatif, c'est-à-dire quoi Z est négatif? Donc, notre point, il est situé au-dessus ou bien en dessous de la frontière de décision. Z est négatif, c'est-à-dire qu'on est là. Donc, la probabilité qu'elle soit maligne, il doit être inférieure à 50%. Donc, on va calculer A de Z. Donc, Z est négatif, donc moins Z est positif. Et puisque moins Z est positif, expo moins Z, ça doit être plus grand que 1 parce que expo 0 déjà c'est 1. Et 1 plus expo moins Z est plus grand que 2. L'inverse, inférieur à 1, 2. Donc, finalement, ce que je voulais dire, donc, je ne sais pas si vous voyez l'importance de cette fonction sigmoïde ou bien la fonction d'activation A de Z. Ici, pour n'importe quel point Z, je cherche A de Z. Si c'est supérieur à 1 demi, donc on va dire c'est maligne, probablement maligne. Si c'est, elle est là ici par exemple, on va dire c'est, donc Z est négatif, c'est maligne. Pardon, Z est négatif, c'est bénigne, pas maligne. Et Z positif, le grand que 0, c'est maligne. Et comment je peux voir la probabilité? Par la fonction A de Z. Ici, par exemple, A de Z vaut 0,2. Donc, il y a 20% pour être maligne, donc probablement bénigne. Pour ce Z-là, on va dire, ça fait 0,7. Et du coup, on a 70% d'être maligne, donc probablement maligne. Donc, on a parlé de la frontière de décision. Et après la frontière de décision, on a parlé de la fonction A de Z, la fonction d'activation, qui permet de savoir quoi? La probabilité qu'une tumeur ou bien qu'une nouvelle donnée soit dans la classe Y égale à 0 ou bien dans la classe Y égale à 1. Je ne sais pas jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Pas de questions? Ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Nous avons Abdallah. Abdallah, la parole est à vous. Vous avez maintenant accès au micro.
Abdallah. Je pense que nous l'avons perdu. Abdallah, si vous avez un problème de connexion, veuillez s'il vous plaît écrire votre question sur le chat. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'y a pas de question, docteur. Vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup, Malek. Alors, donc, jusqu'à là, on a dit, on a Z, l'expression de Z, c'est W1X1 plus W2X2 plus B. Donc, ça, on a un modèle d'un ensemble perceptron. On a deux données, deux features, X1 et X2. On va multiplier par W1 et W2 et ajouter B pour avoir Z. Et puis, à partir de Z, je peux calculer A de Z qui est égal à quoi? A de Z, on a dit 1 sur 1 plus expo moins Z. Et le A de Z nous permet d'avoir une probabilité. Donc, ici, juste, je peux dire la probabilité que Y égale notre Y, la sortie. La probabilité que Y égale 1, c'est A de Z. Et alors, la probabilité que Y égale à 0, c'est combien? Je veux tester quand même. Si la proba que la tumeur soit maligne est égale à 0,7, alors quelle sera la probabilité qu'elle sera bénigne? Exactement, 0,3, parce que la somme des probabilités de tous les cas doit être égale à 1. Donc ici, si la proba que Y soit est 1, c'est-à-dire la tumeur est dans la classe maligne égale A de Z, quelle sera, à votre avis, la proba que Y égale à 0, c'est-à-dire la tumeur soit dans la classe bénigne? Certainement 1 moins A de Z. J'espère que vous êtes d'accord. Très bien, Leïla. Voilà, donc les probabilités ici, donc on a dit Y, ça va être égal 0 ou bien 1 avec ces deux probabilités. On peut en fait généraliser ces deux probabilités par une simple formule, une seule formule. Je cherche une seule formule pour dire directement, au lieu d'écrire deux comme ça, deux formules, je veux juste une seule. Donc, je veux dire la proba que Y égale petit y, c'est-à-dire le petit y 0 ou bien 1, c'est quoi? C'est A de Z à la puissance y fois 1 moins A de Z à la puissance 1 moins y. Bon, ça, vous pouvez dire, mais c'est compliqué. On va vérifier. Finalement, ce petit y ici, c'est soit 0, soit 1. Et on doit avoir ces deux formules. On va vérifier, est-ce que vraiment une seule formule peut nous donner la conclusion, la proba que y égale à 1 et la proba que y égale à 0. Allez, on va vérifier ensemble. Si maintenant, petit y, je veux appliquer cette formule. À partir de cette formule, si je remplace petit y par 0, je dois avoir 1 moins a de z. Allez, on vérifie ensemble. Donc, d'après cette formule, c'est égal à a de z à la puissance y, qui est 0 ici, fois 1 moins a de z à la puissance 1 moins 0, parce qu'on a dit petit y, c'est 0. Je vous rappelle en fait qu'en mathématiques, x à la puissance 0, c'est 1. Donc, ici, tout ça, bon, a de z à la puissance 0, c'est 1. Et il me reste que 1 moins a de z à la puissance 1, donc c'est 1 moins a de z. Donc oui, à partir de cette formule, je peux dire que oui, ça donne la proba que y égale à 0, c'est 1 moins a de z. Maintenant, est-ce que ça marche encore pour petit y égale à 1? On va vérifier ensemble. Allez, on vérifie. La proba que la sortie soit maintenant 1, c'est-à-dire le petit y ici, je vais le remplacer par 1, elle doit me donner cette formule. On a dit la proba que y ou bien la tumeur soit maligne, doit
être a de z. Donc, égal a de z à la puissance 1. Je vais remplacer le petit y par 1 fois 1 moins a de z, le tout à la puissance 1 moins 1. Puisque y ici, petit y, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Et 1 réel x à la puissance 0, on a dit ça, c'est 1. Donc, tout simplement, je retrouve a de z. Donc, vous pouvez voir que finalement, je peux remplacer les deux formules. La proba que y égale 0, c'est 1 moins a de z. La proba que y égale à 1, c'est a de z par une seule, qui est la suivante. La proba que y égale 0 ou bien 1 d'une façon générale, petit y, c'est a de z à la puissance y fois 1 moins a de z, le tout à la puissance 1 moins y. Des questions jusqu'à là? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Docteur, vous pouvez continuer. Très bien, merci beaucoup. D'accord, donc si je résume, jusqu'à maintenant, on a vu les données. Je suppose que, voilà, les croix, au lieu d'utiliser les couleurs, les croix sont bénignes, les cercles sont malignes. Donc, on cherche une droite de décision sous la forme z égale W1 x1 plus W2 x2 plus b. On va chercher le W1 et le W2. Donc, certainement, pour des W1, W2 et B arbitraires, on va trouver une droite, n'importe quelle droite. On peut commettre une grande erreur. Ensuite, je calcule A. A est égal, ou bien on appelle A la fonction d'activation, c'est moïde ici, la fonction 1 sur expo moins z. Donc ici, je rappelle qu'on utilise un simple perceptron. Juste x1, x2, je multiplie x1 par w1, x2 par w2, j'ajoute une constante b et j'aurai le a et le z. Maintenant, après avoir le a et le z, j'ai une prédiction. La prédiction, l'ordinateur, il va dire à partir de cette droite, est-ce que chaque donnée, est-ce que c'est bénigne ou bien maligne? Bien sûr, la première chose à faire, on a dit, il va choisir des WI et B aléatoires. Donc, il va créer une première droite aléatoirement. Il va calculer le A. Il va me donner Y. Là, certainement, dans une première tentative, il va commettre des erreurs. Il va calculer les erreurs. Donc, ici, on s'intéresse maintenant les erreurs commises. C'est-à-dire, s'il a choisi cette droite-là, par exemple, il va voir, finalement, il va calculer. Ah, là, c'est une erreur. Cette donnée, réellement, elle est bénigne, mais d'après l'algorithme, elle est comptée maligne avec une probabilité A. Encore celle-là, elle est en fait, la réalité, elle dit c'est bénigne, mais l'ordinateur ou bien la machine a décidé que c'est maligne avec une probabilité, donc c'est une deuxième erreur, etc., etc. Maintenant, comment je calcule l'erreur? Là, je ne sais pas si vous savez en statistique ce qu'on appelle la vraisemblance. On va utiliser une fonction, la vraisemblance. C'est quoi la vraisemblance? C'est-à-dire les résultats prédits par la machine. Est-ce que sont vraisemblables vraiment? Est-ce qu'ils sont très proches de la réalité ou bien ils sont trop éloignés de la réalité? Donc, c'est ce qu'on veut dire par la vraisemblance. Finalement, il va choisir, on a dit au début, aléatoirement. Donc, peut-être on tombe au hasard sur une bonne droite. Donc, juste, on va tester. Si les résultats prédits par la machine vraiment sont très proches de la réalité, parce que finalement, on sait déjà, on a un tableau qui contient les données. On sait que ça bénigne et ça bénigne. Donc, on sait le vrai Y. Ici, on a Y réel.
qu'on connaît déjà dans notre tableau. Et ça, le Y, le résultat prédit par la machine, on va les comparer. Est-ce qu'il y a une vraisemblance entre les deux ou non? Et là, pour calculer la vraisemblance, on va faire quoi? On va faire les produits des probabilités. C'est-à-dire quoi? On va définir la fonction de vraisemblance qui donne quoi? Donc ici, A1, Y1 fois 1 moins A1, Y2. C'est-à-dire quoi A1, Y1? C'est pour le premier échantillon. On a plusieurs échantillons. Donc, pour le premier patient, ça c'est la vraisemblance pour le premier patient. Pour le deuxième patient, maintenant, on a A2, Y2 fois 1 moins A2, Y2. Pour le troisième patient, donc, on va ici passer par tous les patients ou bien tous les éléments de l'échantillon qu'on dispose. Donc, on va faire quoi? On va définir la fonction de vraisemblance N égale le produit. Bon, je ne sais pas ici si on fait le produit, vous savez ce symbole ou non. Je veux écrire le produit explicitement et puis j'utilise le symbole. Ça, c'est le premier patient. Fois la probabilité de deuxième patient. Donc, on a dit la proba que A2, Y2 fois 1 moins A2, 1 moins Y2, etc. Fois A3, Y3, 1 moins A3, 1 moins Y3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est le produit AI, YI fois 1 moins AI, le tout à la puissance 1 moins YI. Et c'est ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance. Donc, si cette fonction est très proche de 1, donc, c'est-à-dire on n'a pas fait beaucoup des erreurs, donc c'est un bon algorithme. Et si c'est très proche de 0, on a commis plusieurs erreurs et par la suite, on doit encore modifier. Donc ici, notre but est de maximiser la vraisemblance finalement. Donc, on veut que ce soit vraiment, à partir de notre modèle, soit vraisemblable à la réalité. Les valeurs qu'on a données sont exactement proches de la réalité. Donc, en fait, on doit alors maximiser ou bien chercher à maximiser la vraisemblance. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit sur le chat. Alors, nous avons une question de Latifa Oustour. Madame, s'il vous plaît, est-ce que toute fonction bornée entre 0 et 1 peut être considérée comme une probabilité? Ah, d'accord, c'est une bonne question. En fait, oui, il y a une définition d'une probabilité, il faut que l'intégrale est égale à 1. En fait, c'est un peu mathématique là. Parce que, en fait, la somme de toutes les probabilités, si on parle dans le cas discret, la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Mais si on a une fonction continue, là, on peut avoir n'importe quelle valeur. La somme, elle sera une intégrale. Donc, il y a une définition bien claire pour la probabilité. Je sais, ici, j'ai pas, bien sûr, défini qu'est-ce qu'une probabilité et pourquoi on peut le considérer comme probabilité, mais juste, j'ai passé dans des cas particuliers. J'ai dit, voilà, A de Z, elle est entre 0 et 1. Donc, voilà, donc j'ai passé beaucoup de détails concernant la définition d'une probabilité exactement mathématique. C'est quoi? Il y a une définition pour quand je peux considérer une fonction comme distribution de probabilité. Il faut que l'intégrale de cette fonction soit égale à 1. Est-ce que c'est bon, c'est clair? Il y a des autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que tout est bon jusqu'à maintenant. Vous pouvez continuer, docteur. Très bien.
Alors, juste alors, je répète, donc on a dit, notre but, c'est de maximiser la vraisemblance là. Donc, on cherche à calculer le L à chaque fois. Donc ici, bien sûr, là, vous avez, je sais pas, vous avez bien remarqué le AI dépend de Z là. Là, je n'ai pas écrit AI de Z à chaque fois, mais le AI dépend de ZI. Et le ZI, c'est le Z associé au premier patient. Le Z elle-même dépend de W1X1 plus W2X2 plus P. Donc ici, cette formule que je l'écris comme ça d'un simple produit, de 1 jusqu'à M, tout dépend combien de patients on a dans notre base de données. Le A dépend de Z et le Z dépend de W1X1, W2X2 et B. Donc finalement, ce L-là dépend de W1, dépend de W2 et dépend de la constante B. À chaque fois, l'algorithme, il rectifie, donc il change le W1, W2 et B. À chaque fois, la fonction L change. Et donc là, on va essayer de modifier le W1, W2 et B afin que cette fonction, elle, soit maximale. Mais d'une façon générale, puisque je parle de maximum et minimum là, si vous avez fait de maths dans les lycées, bon, je ne sais pas, vous avez suivi quelle formation, mais finalement, si on cherche le minimum ou le maximum, en lycée, on fait le tableau de variation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et pour faire le tableau de variation, on calcule la dérivée. Voilà, si on a un tableau de variation comme ça, taf, taf, taf. Je sais que ça, c'est le maximum peut-être, ou bien celui-là, ça, c'est le minimum, ou bien celui-là. Donc, j'aurai une idée sur le minimum, le minimum et le maximum de la fonction. De même ici, cette fonction, elle varie selon W1, W2 et B. Donc, si je veux chercher son minimum et son maximum, je dois dériver par rapport à W1, dériver par rapport à W2 et dériver par rapport à B pour chercher le minimum et le maximum. Êtes-vous d'accord? Donc, et si vous vous rappelez de la dérivée, la formule de dérivée d'une fonction, si je pose cette question, est-ce que, très bien, le gradient, très bien, d'accord, très bien, vous suivez, merci beaucoup. Donc là, si je vous demande dans un examen, allez, choisissez l'un de deux exercices suivants, exercice 1, exercice 2. L'exercice 1, vous dérivez la fonction, par exemple, par rapport à x, là. D'habitude, on dérive x. F de x égale x carré fois log de x. Je vais écrire ln parce qu'en français, on utilise logarithme n'est pas rien, cette notation. Ou bien vous dérivez la fonction x carré plus ln de x. Si je vous dis, voilà, c'est à vous le choix. Vous pouvez faire soit le premier exercice, soit le deuxième exercice. Vous allez choisir quel exercice à faire. 1 ou bien 2. X carré fois ln ou bien x carré plus ln. Le deuxième. Oui, exactement. On choisit le deuxième. Très bien, parce que le calcul toujours de dérivée sur la somme est beaucoup plus simple que la dérivée du produit. Donc, pour les mêmes raisons, là, ici, ça, c'est un produit. Imaginez si là, dériver f fois g, c'est difficile. Alors, dériver f1 fois f2 fois f3 fois fm, ça sera beaucoup de calculs. Donc, il y a un outil mathématique qui sert à quoi? Il nous permet de transformer les produits en une somme. Est-ce que vous savez cet outil-là? Exactement, c'est la fonction logarithme. Vous savez que la fonction logarithme log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Elle transforme les produits en une somme. Et donc là, l'idée, c'est au lieu de chercher le maximum de cette fonction L, on va chercher le maximum de la fonction log L. Pourquoi? Parce que si je cherche log de L, je sais que log de produit sera d'un coup simple et je peux facilement calculer. La dérivée, elle sera simple. Et vous pouvez poser la question, mais là, vous avez changé totalement la fonction. On cherche le maximum de L.
pas log de L. Et là, je vous rappelle encore sur la fonction logarithme est croissante. C'est-à-dire quoi croissante? Si x inférieur à y, log de x reste inférieur à log de y. Donc, si tu trouves un maximum de log de L, ça y est, tu as trouvé le maximum de log de L. Si ici, vous avez trouvé un point x tel que la fonction est maximale là, puisque la fonction logarithme garde la monotonie. Si elle est plus grande, elle reste plus grande, même avec le logarithme. Elle ne change pas la monotonie. Donc, voilà l'idée de log. Elle garde la monotonie, elle est convexe. C'est pas la peine de parler de convexité, elle fait quoi? Mais elle est l'essentiel. Elle transforme les produits en une somme et ça, c'est génial pour le calcul des dérivés. Et elle conserve le maximum. Si je trouve le maximum de log de L, je peux déduire le maximum de L et vice-versa. Donc là, on va faire quoi? Et on va calculer log de L pour trouver voilà, on appelle en anglais log loss parfois. Log loss, c'est-à-dire logarithme de la fonction L, c'est quoi? Log du produit y allant de 1 jusqu'à m, ça dépend, le m c'est le nombre du patient, 1 moins. Voilà. Et maintenant, la magie de la fonction log, elle transforme le produit en une somme, ça sera une somme y allant de 1 jusqu'à m, log de AI, YI, 1 moins AI, 1 moins YI. C'est bon. Encore, ça, c'est un produit. AI à la puissance YI fois 1 moins AI. Donc, ça, c'est un produit entre ce X et ce Y, si vous voulez. Ça devient encore une somme. Donc, ici, ça sera la somme log de AI à la puissance YI plus log de 1 moins I AI, 1 moins YI. Encore, si vous savez, la formule log de A à la puissance B, c'est toujours B. Donc, on peut ici mettre le B ici, fois log de A. Donc, encore, pour simplifier toujours le calcul, ça sera I, donc YI fois log de AI plus 1 moins YI fois log de 1 moins AI. Et voilà ma formule. Donc ici, je veux chercher le maximum, je veux changer le W1, le W2, le B, afin que cette fonction soit maximale. Vous pouvez poser la question, mais où sont le W1, le W2 et B dans cette formule? Ils sont là parce que le AI, c'est AI de Z, n'oubliez pas. Et le Z, c'est quoi? W1x1 plus WX2. Donc, oui, il y a ici dedans le W1, le W2 et le B. Donc, je peux faire quoi? Dériver cette fonction par rapport à W1 pour chercher le minimum. Dériver cette fonction par rapport à W2 pour chercher le minimum et dériver cette fonction par rapport à B pour chercher le maximum, pardon. Mais je ne sais pas si vous avez fait un peu d'optimisation. En fait, en mathématiques, on préfère chercher le minimum plus que le maximum. Et donc, pour chercher le maximum, on fait quoi? Tout simplement, on se dit, voilà, si on a une fonction, pardon, si on a une fonction quelconque, une fonction comme ça, et vous cherchez son maximum, d'accord, on dit chercher son inverse, elle sera comme ça, et chercher le minimum. Donc, le minimum de son inverse, c'est là où il existe le maximum. Donc, si vous trouvez le minimum de son inverse, ça a le maximum de la fonction elle-même. C'est pour cette raison, lorsque vous voyez les algorithmes ici pour un perceptron, vous n'allez pas trouver cette fonction, mais son opposé. Donc, parce que toujours, on cherche, on dit, on minimise l'erreur. Donc, on minimise
l'opposé de la fonction log-loss. Donc, on va noter la fonction moins la somme y allant de 1 jusqu'à m yi log de AI plus 1 moins yi log de 1 moins AI. Et d'une façon générale, encore, on multiplie par une constante, c'est juste pour normaliser. La constante 1 sur m, c'est juste le nombre de patients ou bien le nombre de données, combien on a d'éléments dans notre échantillon. Et donc, puis, on passe à calculer les dérivés de cette fonction par rapport à tous les paramètres de notre modèle, par rapport à W1, par rapport à W2 et par rapport à B. Ici, juste, je termine, alors, ou bien je garde ça à la séance prochaine. Bon, je préfère, je garde ça à la séance prochaine. Voilà, juste, vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions et on continuera la formation ou bien le reste de cours pour mercredi prochain. Des questions? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde, pas de questions? Alors, Latifa, pourquoi la fonction de coût est définie ainsi, s'il vous plaît? D'accord. La fonction coût, en fait, elle vient ici de la fonction de vraisemblance. Je rappelle ici, on a parlé, voilà, ou bien je résume comme ça. On a parlé ici d'un modèle linéaire. Donc ici, la frontière de décision, elle est une droite affine sous la forme Wx1 plus W2 x2 plus B. Et puis, on a défini A de Z qui va nous permettre de donner une probabilité. Est-ce que notre Y, ou bien notre sortie, c'est dans la classe 1 ou bien classe 0, puisque toujours on cherche à dire est-ce que c'est dans la classe 1 ou bien la classe 0. Donc, au lieu de donner tout simplement 1 ou bien 0, on va donner une probabilité à l'aide de la fonction A de Z. Donc, la proba que ça soit 1 ou bien 0 est donnée par cette formule-là. On a dit, en fait, si vous avez bien suivi, la proba que Y égale à 0 doit être A, bien Y égale à 1, ça doit être A de Z. Et la proba que Y égale à 0, ça doit être 1 moins A de Z. Je ne sais pas jusqu'à là, est-ce que c'est clair? Alors, au lieu d'écrire ces deux formules, là ou bien là, on a une simple formule. La proba que Y égale à petit y, c'est-à-dire, je peux dire I ou bien J ou bien K, l'essentiel va être 0 ou bien 1 finalement. Donc ici, je vais écrire petit y. Ce petit y, c'est le 0 ou bien le 1 que la machine va donner. C'est quoi en fait? C'est A de Z à la puissance yi fois 1 moins A de Z à la puissance 1 moins yi. Et on a bien vérifié que ça marche très bien. Ici, ça donne, si c'est 1, ça donne A de Z. Si c'est 0, c'est 1 moins A de Z. Maintenant, oui, en effet, je ne sais pas si vous voulez poser une question. Donc, maintenant, la machine va donner des prédictions. Elle va choisir des W1, W2 et B par hasard et elle va donner des prédictions. Elle va donner des Y prédites des 0 et des autres Y prédites, c'est 1. Et on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment, ça colle très bien avec les résultats donnés ou non. N'oubliez pas que finalement, si... Ah, vous ne voyez pas pardonnez-moi, oui, j'explique sur la feuille et vous voyez... Voilà, je suis en train d'écrire et j'ai oublié de partager. D'accord, maintenant je répète. On a dit, donc on a un modèle linéaire, un simple perceptron, donc
une frontière de décision comme ça, une fonction A de Z pour nous permettre de savoir la probabilité qu'un point il est dans une classe ou bien dans l'autre, et puis la formule P de Y qui va nous donner la probabilité que Y soit dans une classe ou bien dans une autre. Maintenant, les résultats fournis ici, c'est Y prédit. D'accord? Et on veut savoir, est-ce que c'est vraiment c'est semblable aux résultats déjà donnés? Parce que n'oubliez pas, on a déjà des données. Les données sont là. Je vous rappelle qu'on a déjà, dans un premier temps, un tableau qui contient toutes les données. On a déjà le résultat. Et est-ce que c'est bénigne ou bien maligne? Donc, on a déjà les Y réels. Et on veut le comparer avec les Y prédites par le système. D'accord? C'est pour cette raison on utilise, je n'ai pas compris pourquoi, est le produit de toutes les probabilités de la distribution. En fait, ici, on a calculé toutes les probabilités Y égale. En fait, c'est la fonction de vraisemblance. Plus cette fonction grande, plus elle est semblable à la réalité. D'accord? Donc, on cherche à maximiser la fonction de vraisemblance. Et pour cette raison, on va calculer les dérivés. Mais c'est difficile de calculer les dérivés. C'est pour cette raison, on n'a pas considéré les produits, mais on a considéré le log de produits pour se transformer en une somme et par la suite calculer les dérivés et puis chercher le maximum. Et ça revient à dire, oui, la fonction de vraisemblance est définie ainsi. Très bien. Je ne sais pas si c'est une question ou bien… D'accord, merci Latifa. Est-ce qu'il y a des autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, pour ceux qui nous demandent concernant le support d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le partager d'aujourd'hui. On ferait de notre mieux qu'il soit chez vous le plus vite possible. Je pense que nous n'avons plus… La prochaine séance, ça sera la semaine prochaine, le mercredi à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Ok, Shaba Abdallah a une question. Shaba, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Shaba, veuillez s'il vous plaît allumer votre micro. Si vous utilisez un portable, en bas de la page vers la droite ou vers la gauche si le Teams est en anglais ou en français. Si vous utilisez un PC, en haut de la page vers la droite. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je demande, ma question repose sur, vous avez parlé de Y, les données prédites et les données qu'on a utilisées avant dans le modèle. Et après les données là, euh, comment on peut savoir que voilà, le modèle qu'on a fait est vraiment adapté à ce que c'est de la bonne résultat. Voilà. Ça, est-ce qu'il y a d'autres Comment? tests encore à faire? Oui. Juste, Comment vous peut-on répétez savoir? juste la dernière question? Comment peut-on savoir euh, que les valeurs prédites et les valeurs données sont égales ou sont à peu près égales? D'accord.
D'accord. Donc, on ne va pas savoir un par un. Comme je viens de dire, nous, on va minimiser, nous allons essayer de minimiser l'erreur. Donc, c'est l'algorithme, on va enchaîner l'algorithme. Ici, on a dit la fonction log, c'est moins, je ne sais pas si vous avez bien compris pourquoi on a considéré moins, etc. Et donc, on va chercher la minimiser. On va chercher la minimiser. Finalement, ça peut avoir si on a, imaginez avec moi que j'ai des données comme ça. En rouge, c'est ma ligne. En vert, c'est bénigne. Nous avons un modèle linéaire. Donc, déjà, on va demander de tracer une droite, pas plus. Donc, il va faire de son mieux de tracer une droite afin de minimiser l'erreur. Donc, finalement, bon, alors je peux voir que c'est à peu près ça la meilleure droite, oui ou non? Donc, pas forcément que ça coïncide exactement avec les données, parce que si on veut coïncider avec les données, on doit voir quelque chose comme ça. Ce n'est pas une droite, il y a des courbures là. D'accord? Donc là, on ne va pas trouver des erreurs nulles, c'est-à-dire les données vont coïncider 100% avec les données réelles. Non, mais on peut avoir des erreurs. Et là, c'est le rôle de la fonction coût. On va minimiser cette fonction coût pour maximiser la vraisemblance. Et donc, à chaque fois, s'il choisit cette droite, il va calculer l'erreur. Cette droite, il va calculer l'erreur. Donc, et puis, il va chercher à s'améliorer. Jusqu'à, donc on va dire, pas à pas, à chaque fois, il va améliorer légèrement le W1, W2 et B, jusqu'à, on va espérer qu'on va trouver la valeur minimale des erreurs. C'était ça la question? Oui, et la validation du modèle. Est-ce que après le modèle, comment je peux savoir que c'est valide ou non? D'accord, c'est un peu à avancer la question. Oui, là, d'une façon générale, il n'y a pas de souci, je peux répondre. Une bonne question quand même. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est, on a, OK, des données. Je reprends la question ou bien l'exemple de 10 patients. Si j'ai 100 patients, je suppose que j'ai 100 patients, je veux, par exemple, une idée, on va dire un exemple simple. Je veux dire, voilà, 60 pour faire entraîner le modèle, et pour valider ou bien pour tester, je veux considérer le 30 qui reste et voir est-ce que ça va donner le bon résultat. Donc, au début, je veux donner au modèle 70 uniquement données, comme s'il ne connaît pas ça. Et puis, je vérifie, est-ce qu'avec le 30 qui reste, ça donne des bons résultats toujours ou non? OK, merci, docteur. C'est bon? C'est bien, c'est saisi. D'accord. Vous avez des autres questions? Non, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Merci infiniment. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde? Pas de questions? OK. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose, pardon? Non, Malak, c'est tout. Merci beaucoup pour vous, pour tous les étudiants. Voilà, et à la prochaine, Inch'Allah. OK, merci infiniment à vous, docteur. Je pense qu'Ahmad a quelque chose à dire. Ahmad? Vous avez des questions, Ahmad? OK, vous pouvez la poser. Vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît la poser avant que le docteur termine cette séance.
Je ne sais pas, c'est de chez moi ou bien on ne peut pas entendre Ambad. Il peut écrire sinon, hein. Ok, écrivez votre question, Ambad. Et jusqu'à l'arrivée d'Ambad, ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, Ambad, posez votre question sur le chat car vous avez un problème de connexion. Et tout le monde, jusqu'à l'arrivée d'Ambad, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ambad, vous êtes là? Veuillez s'il vous plaît poser votre question. On vous attend. D'après la question de monsieur, est-ce que si les données sont égales, cela veut dire que quoi? Ambad, la reste de la question, s'il vous plaît. Ça veut dire que notre algorithme est comment correct ou vérifiable? Ah, d'accord, je vais essayer de comprendre. Ce qui se données sont égales, ça veut dire notre algorithme est comment correct ou vérifiable. Bon, on a testé encore notre modèle sur la partie ici, si j'ai bien compris. Hein. Donc, si je continue la question donc, de votre collègue, il a dit, quand je dis que mon modèle est un bon modèle, on va dire, bon, une méthode, c'est juste de diviser l'ensemble des données sur deux ensembles. On peut encore diviser sur trois pour entraîner, évaluer et tester. Finalement, je dis, voilà, si tu trouves qu'il donne encore des bons résultats sur la partie test, donc on peut faire confiance à ce modèle. Sinon, s'il est parfait sur la partie entraînement, mais avec des nouvelles données, il donne des résultats très loin de la réalité. Donc, non, on doit changer peut-être le modèle. Bon, je ne sais pas si c'était ça la question. D'accord, merci à vous. Ok, super. Donc, merci infiniment à vos docteurs pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Veuillez s'il vous plaît être disponible la semaine prochaine, le mercredi à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et inscriptions au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le panel de discussion à tous ceux qui se sont inscrits à la formation de préparation à l'examen du DELF à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, ou encore le séminaire du vendredi, mutation de l'IA avec le cinéma, ou encore le design graphique UX, ou bien, pardon, l'IA avec l'UI et l'UX, et également le déploiement des infrastructures
Azure Cloud avec Dr Sofiane Mahaldi, formation qui aura lieu également le samedi à 14h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Restez connectés et au revoir.